L'atelier du jour, c'est la convergence de la donnée financière et extra-financière, des opportunités à saisir. Alors, la notion de données financières extra-financières, on l'a déjà évoqué hier lors d'une table ronde et d'un atelier. La donnée est au cœur de l'évolution réglementaire européenne, qu'il s'agisse du point de vue ESG, de la SFDR ou bien encore de la taxonomie et de la CSRD pour les entreprises. Cette convergence, on a eu déjà des premiers signes tangibles de cette convergence dès les premières semaines des travaux menés par l'EFRAG et la task force présidée par Patrick de Cambourg, qui disait qu'une entreprise devait marcher sur ses deux jambes pour que l'entreprise puisse être équilibrée, une jambe financière, une jambe extra-financière. Or, malgré nos 20 ans de reporting RSE extra-financier en France, cette convergence n'existait pas jusqu'à présent. Ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'il y a effectivement des évolutions assez fortes. On a vu qu'Audencia avait créé un MBA de Chief Value Officer, des Chief Value Officers qui marquent le trait d'union entre le directeur financier, le directeur RSE. On voit dans certaines entreprises un rapprochement entre les directions RSE et les directions financières. On voit un travail je dirais, qui se fait en plus étroite et intelligente collaboration que ce qu'on pouvait voir auparavant avec les CFO, qui étaient le responsable in fine des documents tels le document unique d'enregistrement, par exemple. Donc on voit que c'est vraiment la direction que prennent les entreprises. Et puis, on a déjà également un historique avec les prêts fléchés, les prêts indexés, qui ont permis aux entreprises qui souhaitaient demander des contributions, des accompagnements auprès de leur banque, eh bien de pouvoir apprécier finalement leur durabilité via des objectifs qui étaient assignés et qui étaient les garants de l'obtention des prêts qui étaient négociés avec leur banque. Pour parler de cette table ronde, cet atelier, ce thème, j'aurai le plaisir donc de poser quelques questions à Sylvia Bonilla, qui est responsable développement durable international chez Séché Environnement, à Anne Duzan, qui est responsable consolidation chez Edifi Investment Partners, à Sabrina Pinero, qui est responsable financement durable d'LCL, et enfin Mélanie Déal, qui est consultante chez Tenaxia. Je vais vous laisser le soin, mesdames, de vous présenter dans un premier temps, et puis on commencera par quelques questions. Qui commence ? Tenaxia, peut-être ? Mélanie ? Allez, je me lance. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Mélanie Déal, je suis consultante RSE senior chez Tenaxia. Donc, chez Tenaxia, nous sommes une entreprise donc, fondée il y a 20 ans. On a vraiment une double casquette, hein, c'est vraiment notre ADN. On a été à la fois éditeur de logiciels, et consultant, donc apporter aussi de la valeur ajoutée en même temps que du pilotage de la donnée. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse chez ProDurable, c'est effectivement le reporting RSE, puisqu'on a effectivement un outil de pilotage. On a développé depuis quelques années nos métiers sur l'ESG, donc on va pouvoir en parler justement avec des clients que l'on a de chaque côté. On a un partenariat sur ces domaines avec donc Euronext Corporate Services que vous avez peut-être vu hier avec Solène, ma directrice, donc sur notre étude, et avec également BPI et LCL qui est avec nous aujourd'hui. Merci. Pour Edifi, Anne. Bonjour, enchantée. Anne Duzan, donc je suis responsable de la consolidation et nouvellement en charge de développement durable chez Edifi. Donc Edifi est une holding industrielle familiale issue du groupe Somfy. Edifi a l'ambition d'investir dans des entreprises, on va dire, européennes, industrielles, et d'accompagner les dirigeants dans leur croissance et leur stratégie. Merci beaucoup. Sylvia, pour Séché, s'il vous plaît. Alors, je suis Sylvia Bonilla. Je suis responsable de développement durable à l'international pour le groupe Séché Environnement. Donc, le groupe Séché Environnement, c'est un groupe français, familial et international. On est expert dans le traitement de tout type de déchets, des déchets dangereux, des déchets non dangereux, même des déchets les plus complexes. On offre aussi des services à l'environnement comme la dépollution et l'intervention d'urgence. Nous sommes autour des 4600 collaborateurs autour du monde. On est présent dans 15 pays et en 2021, on a fait un chiffre d'affaires de 735 millions d'euros.
l'activité des séchés, il est au cœur de l'économie circulaire. Et du coup, nous, on se positionne en tant qu'acteur central pour accompagner les industries et les municipalités dans la transition écologique. Et on fait ça en créant des nouvelles boucles d'économie circulaire, donc soit de la valorisation de matière, soit de la valorisation énergétique. Et on fait ça en respectant des valeurs qui sont fortes pour nous, qui sont fortes pour le groupe, comme la protection et la préservation de la biodiversité, la lutte contre les changements climatiques et la bonne gestion des déchets à travers la gestion de la dangerosité. Voilà. Merci beaucoup. Sabrina, s'il vous plaît, pour LCL. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Donc Sabrina Pinero, je suis nouvellement responsable des financements durables chez LCL. Donc LCL, on est sur le marché des entreprises, pour décrire ça en quelques mots, on est une banque relationnelle. On est particulièrement présent sur le segment des PME et des ETI. On a une présence sur le territoire national avec à peu près 70 implantations. Et au-delà de notre métier de banque commerciale, c'est-à-dire la banque du quotidien, l'épargne et le financement, on a une reconnaissance forte sur les métiers, sur des métiers d'expertise comme le LBO. On a également développé une offre de financement durable il y a 3 ans. Donc ça fait partie d'un dispositif un petit peu plus large que j'évoquerai tout à l'heure. Parce qu'on veut accompagner nos clients dans la transition climatique et sociétale. On a une réelle conviction qu'on a un rôle à jouer là-dessus. Et donc, on a créé ce dispositif. Très bien, mais écoutez, sans transition, vous allez garder la parole, Sabrina, pour nous expliquer un petit peu comment ça se passe finalement l'accompagnement des entreprises en matière de prêts fléchés, de prêts indexés, qui nous inscrivent d'ores et déjà dans cette convergence données financières et extra-financières. Merci. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet des financements durables et de vous expliquer un petit peu ce qu'on en fait de cette donnée extra-financière, je voulais rappeler les engagements et les actions que l'on avait au sein de LCL. Donc, alors bien sûr, on a une stratégie RSE propre à l'entreprise. On s'est fixé des objectifs en matière de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. On travaille sur notre scope 3. Ça, c'est pour la partie interne. Et pour la partie accompagnement de nos clients, donc le dispositif, il va couvrir différentes solutions. Donc les financements durables, fléchés et indexés, on va y revenir. Toute une partie d'investissement de l'épargne thématique, donc soit climat avec des projets de compensation, soit solidaire. Et enfin, donc on a cette offre d'open banking, comme on l'appelle. Ça, c'est parce qu'on s'est rendu compte que nos clients, les entreprises que l'on accompagnait, n'avaient pas tous le même degré de maturité dans la prise en compte de la dimension ESG au sein de leur entreprise. Et donc, on a souhaité pouvoir les mettre en relation, leur offrir une expertise et du conseil via des partenariats que l'on a tissés. Le partenariat avec Tenaxia en fait partie. Et donc, le but, c'est de pouvoir les accompagner, que ce soit dans la rédaction d'une stratégie RSE, ou bien la réalisation d'un audit énergétique, ou bien d'un bilan carbone. Donc on a différents partenariats pour accompagner nos clients là-dessus. Donc pour entrer dans le vif du sujet des financements durables, donc les financements durables vont se composer en 2 catégories. Je commence par les financements fléchés. Donc fléchés parce que ces financements, les fonds doivent être dirigés vers des projets verts ou sociaux. C'est un marché qui s'est créé en 2007, donc il est un peu plus mature que les financements indexés. Et on peut citer par exemple les financements de bâtiments qui vont être performants énergétiquement, ou bien des flottes de véhicules, ou des projets par exemple de panneaux d'investissement dans des panneaux photovoltaïques. Ça, c'est la première catégorie, c'est pas le centre de nos discussions d'aujourd'hui. C'est plutôt d'orienter vers les financements indexés. Donc ce marché, il est plus récent, il a été créé en 2017. Et les financements indexés, donc ils vont avoir un objet plus large. Ça va être des financements immobiliers, des financements d'investissement ou des financements d'acquisition LBO. La particularité, c'est que la marge, elle va évoluer en fonction de la performance ESG de l'emprunteur. Donc concrètement, l'entreprise va se fixer des KPI. Elle va se fixer des objectifs et nous, on va venir observer chaque année si l'entreprise a tenu ses engagements. Donc concrètement, si l'entreprise a été performante, la marge du crédit va diminuer de quelques points de base, et si inversement elle n'a pas tenu ses engagements, la marge va augmenter de quelques points de base.
Vous avez à l'écran les volumes sur ces marchés, simplement pour montrer la dynamique de développement de ces deux catégories de produits et surtout leur accélération à partir du Covid. Alors, trajectoire, engagement, ça veut donc dire fixation d'indicateurs, de KPI. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça fonctionne ? Oui, alors pour sélectionner les KPI et définir les objectifs, on va s'inscrire dans ce que préconise la charte de marché. Donc sur les financements indexés, ce sont les Sustainability Linked Loan Principles. Donc ce qu'elle va dire, cette charte, c'est que les KPI ils doivent être pertinents et matériels. C'est-à-dire qu'on doit vraiment venir couvrir les enjeux prioritaires de l'entreprise et de son secteur d'activité. Ils doivent être mesurables parce qu'on doit pouvoir les suivre dans la durée. On va les tester chaque année. Donc la méthodologie de calcul doit être définie et elle doit rester la même. Et sur les objectifs, ils doivent être ambitieux. Donc derrière cette notion d'ambition, il y a plusieurs choses. C'est que l'entreprise doit se fixer une trajectoire d'amélioration. Donc elle doit mettre en place des plans d'action, montrer qu'elle fournit des efforts pour être vertueuse. Donc là, on va clairement dépasser le business as usual. On doit démontrer que c'est une transformation. Ensuite, il y a la notion de comparabilité. C'est de pouvoir ces données, ces objectifs, les comparer. Donc déjà par rapport à un historique, parce que les entreprises ne partent pas du même point. Donc c'est de prendre ça en considération et ensuite c'est de pouvoir comparer les données par rapport à l'objectif que se sont fixés, les ambitions des comparables sur un secteur, et bien sûr par rapport aussi à des standards, à des seuils réglementaires. Donc on peut avoir en tête, par exemple, la trajectoire des accords de Paris à un 5 degrés. Donc ça, c'est pour les objectifs et les KPI. Et ensuite, ces données, on va demander à ce qu'elles soient certifiées par un organisme tiers indépendant. Donc, en général, c'est le CAC de l'entreprise qui a une expertise en matière d'ESG. Et donc, parce que ces objectifs le résultat va avoir un impact sur la marge. D'un mot peut-être sur l'aspect matérialité actuellement que la CSRD, donc on parle beaucoup de double matérialité, il y a ce qui n'est pas qualifié de casus belli, mais qui en est un quand même, la matérialité financière vue par l'IFRS et l'ISSB, et puis la double matérialité pour les FRAG. Là, quand on parle de la matérialité aujourd'hui, comment vous la prenez en compte ? Aujourd'hui, la matérialité, donc il y a cette boussole, c'est qu'on doit démarrer déjà d'un état des lieux. L'état des lieux, ça va être d'avoir un consensus entre toutes les attentes des parties prenantes de l'entreprise et donc de définir les enjeux prioritaires. Donc là-dessus, ça va couvrir les enjeux prioritaires, ça va être le climat, ça va être les enjeux sociaux, les enjeux de gouvernance. Donc on va couvrir l'ensemble de ces problématiques et c'est de pouvoir en tirer les enjeux prioritaires, encore une fois, et de pouvoir les couvrir par des KPI, par une sélection de KPI pertinentes. Avec prise en compte des analyses de matérialité quand elles existent. Tout à fait. Donc, quand elles existent, donc on en revient au degré de maturité que j'évoquais tout à l'heure. C'est dire que les entreprises, alors elles ont certainement des actions, ça c'est clair, mais tout n'est pas organisé, tout n'est pas structuré aujourd'hui dans toutes les entreprises. Donc, on va s'adapter au degré de maturité et donc sur nos projets de financement, on a deux cas de figure. On a une entreprise qui va être assez mature et qui va pouvoir, on va pouvoir définir ensemble des KPI et ensuite des trajectoires. Et on a aussi celles qui n'ont pas aujourd'hui la donnée. Et c'est là où on va décaler dans le temps ce projet d'intégration de KPI et donc ce projet de financement indexé. Le financement est mis en place et ensuite on va laisser le temps à l'entreprise de travailler sur la sélection de KPI pertinents. Donc ça va passer par l'analyse de matérialité. C'est le cas notamment, donc on travaille notamment avec Edifi, une participation d'Edifi sur laquelle on travaille a mandaté Tenaxia pour avancer sur ces sujets, donc en amont de l'opération de financement, pouvoir travailler sur une matrice de matérialité pour dégager les enjeux prioritaires et ensuite identifier les KPI qui seraient pertinents pour le financement. D'accord. Je vous propose de parler désormais des pratiques du marché. Alors, vous avez à l'écran quelques données sur les KPI que l'on retient. Donc, on est principalement aujourd'hui pour 2/3 des opérations sur des KPI internes à l'entreprise.
propre à l'entreprise et pilotée au sein de l'entreprise. Ce n'était pas forcément le cas au démarrage de ces marchés. Et sur les thématiques, sans surprise, on va couvrir pour 2/3 des transactions, ça va être le volet environnemental, avec un KPI incontournable qui est la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais on va aussi retrouver des sujets touchant à l'efficacité énergétique, la gestion des déchets, l'économie circulaire. Pour 1/4 des transactions, on va être sur le volet social, et sur le volet social, on va toucher à tout ce qui est diversité, santé, sécurité. Ok. Et enfin, je finirai par notre rôle en tant que banquier sur la structuration de ces opérations. Donc, c'est de pouvoir accompagner nos clients, les entreprises, à partir du moment où on va discuter sur les KPI jusqu'au closing de l'opération. Et ensuite, on va suivre le financement dans la durée. Mais les 2 points importants à avoir en tête, c'est qu'on est là pour assurer le caractère robuste de la structuration. Donc, c'est ces fameux KPI cohérents et ces objectifs ambitieux. Une fois qu'on a dit ça, l'autre objectif, c'est de pouvoir fédérer le pool. Quand on fonctionne sur un financement avec différents partenaires bancaires, c'est de pouvoir embarquer les partenaires dans le projet et donc de leur présenter la structuration et le rationnel stratégique. Très bien. Alors, on avait quelques-uns des partenariats que vous aviez engagés à l'écran. Voilà. Et on va passer désormais à Anne Duzan, donc pour Edify Investment Partner. Comme vient de Sabrina nous l'évoquer, vous travaillez ensemble aujourd'hui sur la sollicitation d'un prêt. C'est quelque chose de nouveau pour vous, pour votre entreprise. Donc, j'aimerais que vous puissiez partager avec nous cette mise en œuvre, cette prise en compte. Quels sont les freins, quelles sont les opportunités que vous avez pu rencontrer. Un petit indice en termes de timing, en tant que timekeeper, il est donc désormais 48. Donc voilà, je compte sur vous, mesdames, pour tenir la distance et la durée. C'est à vous, Anne. Très bien, je vais essayer d'être rapide. C'est vrai que pour Edify, c'est un sujet nouveau, et notamment parce que nous n'avions aucune contrainte réglementaire jusqu'à présent. Mais ça ne veut pas dire que les thématiques ESG n'étaient pas abordées au sein de nos participations, et d'ailleurs il y a des financements impact au sein d'une d'elles qui sont en place. Mais en 2021, nous avons nous-mêmes, Edify Holding, pris l'engagement de se lancer dans cette transition, et nous avons donc souscrit à un financement significatif à impact avec des enjeux RSE. Qui embarque l'ensemble de nos participations. En parallèle, vous le savez certainement, il y a la directive européenne qui se met en place, et toutes nos participations, donc, qui sont des ETI, vont être impactées et devront se mettre en ordre de bataille pour 2025. Ce qui vous réjouit pleinement. Ce qui fait du travail. Justement, on en vient un peu aux difficultés. Les difficultés donc nous, c'est un sujet qu'on a entamé il y a seulement 1 an. C'est vraiment tout nouveau chez nous. Les premières difficultés, c'est que donc, Edify est une holding. On discute avec 8 participations, 8 dirigeants. Et nous devons les faire avancer, les embarquer dans le projet sans qu'ils prennent le sujet comme une contrainte venant de l'actionnaire. Donc ça, c'est vraiment nous, particulièrement avec la nature d'Edify, c'est notre première vraie difficulté. On le voit, Tenaxia qui nous accompagne, c'est vraiment de la formation, sensibilisation pour les embarquer, et que ça soit un sujet pris par les participations et pas imposé par l'actionnaire. La deuxième difficulté, en fait, c'est vraiment lié à la nature de nos participations. Ce sont des ETI, et elles ne sont pas structurées, elles n'ont pas un service dédié au développement durable, elles n'ont pas les ressources disponibles, forcément, et en l'occurrence, en ce moment, c'est un vrai sujet de ressources en interne qui est, on va dire, qui est partagé dans toutes nos participations. Et donc là, leur rajouter une contrainte réglementaire, franchement, c'est lourd pour tout le monde. Et donc, on ne part pas sur un pied, on va dire, favorable. Donc là, il faut que nous, en tant que holding, on les accompagne et qu'on les aide à trouver ces ressources. Donc on fait appel à des consultants
qui vont en fait, compenser les ressources en interne. Moi, ce qui m'a frappé quand on a préparé ensemble cet atelier, c'est que vous aviez dit que vous aviez constaté qu'il y avait une certaine faiblesse des données extra-financières aujourd'hui, parce que c'était le plus souvent des annexes au bilan. Donc tout à l'heure, je disais 20 ans de reporting. Il y a des entreprises, notamment les entreprises cotées en France, qui sont effectivement qui ont une certaine maîtrise du sujet. Pour vous, c'est des sujets complètement nouveaux. Vous pouvez nous en parler un tout petit peu ? Oui, bien sûr. Alors, en fait, là, je prends ma casquette de responsable de la consolidation. Et très clairement, la donnée financière, on arrive à la reporter. Edifi, c'est plus de 90 filiales. On arrive à être assez convaincu de la fiabilité de la donnée financière. Concernant la donnée extra-financière et notamment tout ce qui va être engagement hors bilan aujourd'hui, qui est donc obligatoire pour nos participations, j'en suis moins convaincue de la fiabilité. Les méthodes de calcul. Les processus aussi. Processus, méthode de calcul, la comparabilité, la fiabilité. ETP, qu'est-ce que ça veut dire dans un pays ou dans un autre. Voilà, on n'est pas sur les mêmes, on va dire, le même process et puis la même rigueur. On le fait à la fin, quand tout est fini. Ce n'est pas revu par les dirigeants. Ce n'est pas des données qui sont analysées. Donc c'est vrai qu'on a un vrai sujet, enfin on aura un vrai sujet avec cette CSRD qui sera donc auditée de fiabilité de l'information. Et là, encore une fois, ça va faire partie de nos difficultés de savoir qui va être en charge au sein de nos ETI de ce reporting. Et est-ce que c'est le service conso qui a l'habitude, l'accès à toutes les filiales, l'accès à des outils de reporting, déjà avec nos outils de consolidation? Est-ce que ce sera à eux de récolter l'information et de s'assurer qu'elle est fiable? Ou est-ce que c'est un service, ça peut être les RH, ça peut être le juridique, ça peut être les QSE, enfin bref. Donc ça, c'est un vrai chantier que là, on va entamer. Pour vous faire entrer dans la confidence, quand on a préparé cet atelier, Anne disait que, par exemple, si on demande à une filiale le chiffre d'affaires, dans 100% des cas, le chiffre d'affaires va être transmis. Je pense qu'on est tous d'accord dans la salle. En revanche, si là on demande tout de suite la consommation électrique, peut-être que ça ne va pas être transmis. Et finalement, pour ceux qui ne vont pas transmettre la donnée, c'est pas complètement aberrant parce qu'on leur a forcément pas toujours demandé. Et puis on comprend pas les enjeux qu'il y a derrière. Quand on est chiffre d'affaires, ok, on transmet le chiffre d'affaires. Donc ça fait partie des évolutions aussi et de l'accompagnement des équipes qui vont contribuer à ces données extra-financières pour qu'elles soient robustes, fiables. Ça, c'est un de vos chantiers, en fait. Tout à fait, oui. C'est d'embarquer déjà les entreprises et ensuite de s'assurer que les données qui vont être récoltées soient fiables. Donc, mais on en est très loin, en fait. On en est très, très loin. Très bien, mais écoutez, merci beaucoup Anne pour ce témoignage. Alors Mélanie, d'habitude tu travailles avec des directions développement durable, des directions RSE, et là tu as été amenée ces derniers mois à travailler avec plusieurs directions financières. Alors qu'est-ce qui change aujourd'hui en termes d'attente de leur part, en termes de mode opératoire peut-être? Qu'est-ce que tu peux dire sur ce sujet? Déjà, quand on travaille avec une direction financière, l'enjeu déjà premier, c'est de parler un langage commun. Autant avec la direction RSE, on a à peu près les mêmes formations. Autant avec les directions financières, il faut bien le dire, en tant que consultante RSE, on n'a pas les mêmes formations. Donc, je pense qu'il y a un enjeu qui est double. Le premier, c'est qu'on le voit, bien évidemment, pour ceux qui sont dans la salle et qui sont des financiers, ne le prenez pas mal. Mais dans leur majorité, ce qu'on voit, c'est que les directeurs financiers, en tout cas dans les entreprises, ont besoin de se former à la RSE et plus spécifiquement aux enjeux, en fait, à impact de leur entreprise. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, en tant que consultante RSE, pour les consultants qui sont dans la salle aussi, ou les responsables RSE, il y a aussi l'intérêt de se former aussi. Je pense que là, avec la taxonomie, vous avez pu, en tout cas les responsables RSE dans la salle ont pu peut-être plus travailler avec la direction financière. Après, au niveau des attentes, je dirais que selon la taille de l'entreprise, parce que je pense que le témoignage de Anne, il est important. C'est vrai qu'on entend beaucoup de grands groupes parler dans Pro Durable, mais je rappelle que le tissu français, il est constitué de PME principalement et de TPE.
Et c'est vrai que voilà, il y a des difficultés en termes de ressources qui sont importantes pour mettre en place ces démarches. Pour eux, c'est un grand gap, hein, même s'il faut ils sont plutôt quand même convaincus pour la plupart, mais il y a quand même un gap à franchir. Donc, par rapport à la taille de l'entreprise, l'enjeu, je dirais, c'est vraiment de démontrer aujourd'hui, plutôt un enjeu commun, de démontrer la performance extra-financière de l'entreprise. Et avec les participations qu'on accompagne pour Edifi, hein, on voit bien effectivement qu'aujourd'hui, on parle au directeur financier parce qu'il a son prêt qui est indexé sur les critères RSE, donc il faut que ça marche. Par contre, c'est vrai qu'il y a des différences qui sont vraiment liées aux formations et à la nature même des métiers. Et c'est vrai que la direction financière, ce que je constate, c'est qu'elle est tout de suite tournée sur le reporting. Parce que forcément, c'est elle qui contrôle la data financière et elle voit bien qu'elle doit de plus en plus s'intéresser à la data extra-financière. Après, ils sont moins dans le déploiement, en fait. Je pense que c'est vraiment... il ne faut pas voir d'un côté le financier qui va piloter tout seul la RSE. Je pense que le responsable RSE vraiment est un chef d'orchestre. Il est là pour animer et déployer la stratégie RSE dans l'entreprise et dans les métiers. Et je pense qu'il peut y avoir une belle combinaison que vous avez peut-être déjà essayé avec la taxonomie, qui n'était pas facile. Voilà, et je terminerai juste parce que je pense que le temps est... Je vois que Bertrand me fait des clins d'œil. Je dirais juste que l'enjeu vraiment pour moi, un premier en tant que consultante RSE pour le directeur financier, c'est vraiment justement de s'assurer que ces investissements sont bien en lien avec ses objectifs RSE. Et donc c'est vraiment, je pense, l'enjeu aujourd'hui qui est primordial au-delà de tout ce qu'on a parlé auparavant sur les prêts. Mais vraiment, voilà, je suis dans une trajectoire bas carbone. Comment, moi, en tant que directeur financier, je m'assure que mes investissements sont bien alignés justement avec ma trajectoire bas carbone. Et je parle aussi également de l'ensemble des objectifs RSE de vos stratégies respectives. Eh bien, merci beaucoup. Voilà. Alors, chère Sylvia, directrice du développement durable à l'international pour Séché. Séché Environnement avait mis en place il y a de nombreuses années un reporting extra-financier franco-français. Et puis, il y a eu le passage à 15 pays. Un petit retour d'expérience, parce que ça s'inscrit complètement finalement dans la problématique qu'évoquait tout à l'heure Anne, de passer à la collecte sur plusieurs entités, 90 chez Edifi Partners. Et vous, c'est 15, c'est déjà pas mal. Quelques mots sur le sujet. Effectivement, ça a été un gros challenge. Ça a été une forte évolution pour nous de passer d'un reporting franco-français à intégrer les filiales internationales. Alors, la première chose qu'on s'est dit, c'était qu'il fallait s'assurer qu'on parlait les mêmes langages. Alors, pas le même langue, ça c'était clair, 15 pays, pas possible. On ne parlait pas tous français, c'était sûr. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a s'assuré qu'on comprenait tous la même chose par les indicateurs qu'on avait sélectionnés. On n'a pas sélectionné tous les indicateurs du reporting français en même temps. On a commencé d'abord par une sélection plus à côté et après, au fur et à mesure, on a évolué. Donc, on a essayé de créer des définitions englobant qui rentrent, où tout le monde puisse s'identifier. Après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait tout un exercice des sensibilisations, explications et responsabilisation de la data. Donc, on a parlé tant aux directeurs des sites comme aux personnes qui collectent la donnée, pour les expliquer pourquoi c'est important, c'est quoi les impacts de cette data. Et comme Séché, c'est une entreprise qui est cotée en bourse, certaines informations ont des vraies implications. On a aussi mis en place des outils pour fiabiliser la data. Donc, à cette occasion, on travaille avec Tenaxia. Mais du coup, ça nous permet aussi de donner de la clarté, de la transparence à la méthodologie qu'on utilise. Il y a une traçabilité de la donnée et tous nos données extra-financières sont auditées par nos commissaires aux comptes. Mais on a vécu ça comme un énorme challenge, comme une énorme opportunité. Ça nous a permis de répondre à nos obligations de reporting, mais ça aussi, c'était l'opportunité de créer du lien auprès des nouvelles installations à travers de l'excellence environnementale. Donc maintenant, quand on parle, par exemple, des enjeux climatiques,
de l'économie circulaire, des rejets d'eau, des rejets d'air, de la protection et la préservation de la biodiversité. On a des chiffres qui sont derrière de tous ces grandes valeurs qui, des fois, peuvent paraître un peu que des idées. Ça nous permet aussi de créer des plans d'action ambitieux. Donc, comme on peut mesurer notre impact, on peut dire où on souhaite y aller. Et ça nous permet aussi d'être dans l'amélioration continue, c'est-à-dire que quand il y a un nouvel indicateur qui arrive parce qu'il y a une évolution soit réglementaire ou au niveau de l'attente sociétale, on est dans la capacité de faire évoluer aussi notre façon de reporting. Ça demande effectivement de la maturité, mais ça demande aussi de la flexibilité pour pouvoir s'adapter aux différentes demandes. Alors, des données qui vous sont fort utiles parce que vous, chez Séché Environnement, vous avez actuellement 3 lignes de crédit à impact en cours. Donc, on revient sur cette notion de convergence financière, extra-financière. Est-ce que vous pouvez, de quelques mots, nous faire un retour d'expérience ? Donc, effectivement, comme je vous expliquais tout au début, pour nous, c'était un peu naturel. On est dans le secteur de traitement des déchets, l'économie circulaire, elle est au cœur de notre métier. Quand l'opportunité de souscrire un crédit impact ou une obligation financière verte s'est présentée à nous, on n'a pas hésité. On est une entreprise avec des valeurs environnementales fortes, avec un ancrage territorial aussi très fort. Donc, on a sauté tout de suite dans l'opportunité. On a commencé en 2018 avec un premier crédit impact avec des objectifs ESG. Donc, on parlait de la performance énergétique. Je vous ai déstabilisé en changeant de slide. Oui, pardon, excusez-moi. C'est pas chic de ma part, je suis désolé. Non, on parlait de l'autosuffisance énergétique, de la progression dans nos projets de protection des biodiversités et une notation faite par Etifinance, que c'est une agence extra-financière. Après, en 2021, on a souscrit deux obligations vertes qui était basée sur notre stratégie de décarbonation, qui c'est une stratégie qu'on considère qui est ambitieuse, qui est alignée aux accords de Paris, et où on s'est engagé à réduire de 10% nos émissions directes d'ici à 2025 et d'augmenter les émissions évitées pour nos clients des 40% aussi au même délai, en 2025. Et finalement, en 2022, on a refinancé nos lignes de crédit de 2018 avec tant les enjeux de décarbonation comme les plans stratégiques de santé et sécurité où on vise à réduire nos TF1. Donc, tout ce processus-là, il reprend un peu ce qu'on vient de dire ici. Donc, ça nous a permis effectivement de nous rapprocher de la direction financière où, d'apparence peut-être, des fois on s'est dit qu'on n'a pas tout à fait les mêmes objectifs, mais en travaillant dans ces projets ensemble, on s'est rendu compte qu'il y avait des objectifs communs. Ça nous a permis aussi de comprendre c'était quoi les différentes attentes des différentes parties. Ça permet aussi d'attirer profit à des différentes directions. Donc la direction financière, il va avoir une façon de réduire ses coûts financiers. Et nous, on va avoir ça comme une opportunité pour attirer des budgets pour faire avancer certains types de projets, à l'occasion, par exemple, la décarbonation. Ça nous permet aussi d'attirer des investisseurs qui sont de plus en plus intéressés par ce type d'instruments. Donc les banques aussi sont questionnées sur leur partie verte du portfolio. Donc nous, on contribue à ça également. Donc je peux dire ça, c'est un tri-win. Donc c'est win-win-win. Donc c'est la banque, c'est nous et c'est la planète qui bénéficie. On a effectivement un gain financier parce que les Sustainable Link Bonds qu'on a signés en 2021, ça nous a permis de refinancer entièrement la dette du groupe avec des objectifs extra-financiers et des objectifs de réduction de notre empreinte carbone. Ça nous sert de levier pour mobiliser tant la direction comme des équipes pour qu'ils s'embarquent avec nous parce qu'ils voient des objectifs réels derrière, des leviers, comme je vous ai dit, pour attirer un peu du budget à des projets dans les développements durables. Mais aussi, il y a eu des contraintes, donc j'espère être dans le temps. Mais vous êtes dans le temps. Ça nous a mené des contraintes. Donc, tous ces processus, comme Anne l'a signalé, c'est pas facile, c'est pas évident. Et du coup, il faut arriver à créer des objectifs qui soient pertinents, réalistes et ambitieux, tout en même temps. Donc, nous, en tant que Séché, on veut se donner effectivement cette force et cette ambition de changer les choses, mais il faut aussi se donner les moyens. Donc, il faut convaincre les gens pour se donner les moyens
pour arriver aux objectifs qu'on s'est tracés. Parce qu'à la fin aussi, c'est aussi l'image du groupe qui est en jeu. Donc, créer également ces plans d'action ambitieux, embarquer les équipes, convaincre toutes les différentes personnes, parce que ce n'est pas seulement la direction financière et la direction du développement durable qui travaillent, c'est toutes les équipes opérationnelles sur le terrain qui doivent y arriver et trouver des solutions à les différentes problématiques qu'on est en train de faire avancer. Et ça, c'est un point, excusez-moi de vous interrompre, qui me semble tout à fait important. C'est ce que vous êtes en train de nous évoquer, c'est qu'avec ces prêts indexés, vous êtes déjà dans la logique de prêts, de reporting dynamique, de reporting sur des trajectoires, de reporting d'engagement. On n'est plus dans une politique de silo. Là, vous faites intervenir les directions opérationnelles et fonctionnelles. Donc, on est déjà finalement dans la logique de la CSRD avec ce type d'approche. Alors, disons que pour répondre aussi à Anne qui se pose la question, qui va s'en charger de cette donnée ? On n'est pas tout seul à s'en charger de cette donnée, ça c'est clair. La direction du développement durable, il s'appuie sur beaucoup de personnes pour collecter et pour fiabiliser la donnée. Donc, on va travailler en même temps avec les gens qui sont dans la qualité, la sécurité et l'environnement. On va travailler de la main avec les RH qui nous aident à définir qu'est-ce que c'est un ETP, comment ils font comprendre un ETP, qu'est-ce que c'est un CDI, un intérimaire, est-ce que ça existe dans tous les pays. Donc, on doit s'appuyer sur absolument toutes les directions pour pouvoir collecter et nous assurer qu'on parle tous le même langage. Alors là, il va falloir faire très, très, très vite. Maintenant. Et j'ai fini. En fait, je voulais juste dire qu'un autre défi, c'est la collecte des données, parce que il y a des nouveaux données qui apparaissent quand la société évolue, les demandes de la société sont différentes, des indicateurs nouveaux, ils apparaissent tout le temps, donc il faut être mature pour savoir où collecter la donnée, il faut être flexible aussi pour pouvoir s'adapter. Bon, alors, afin d'éviter de me faire arracher les yeux par la salle qui veut poser des questions, par l'organisation si on dérape de trop, il va nous rester 2 minutes pour que, d'un mot, chacune d'entre vous, vous puissiez nous dire finalement quelles sont les opportunités à saisir, les principales opportunités à saisir dans le cadre de cette convergence financière extra-financière. Allez, ça va être 30 secondes chacune. Sabrina, vous commencez ? Défi. Donc les opportunités, alors déjà la CSRD, nous, elle va vraiment nous conforter dans notre appréciation du risque, ça c'est certain, on a besoin de données fiables et harmonisées. Ça va être aussi une opportunité pour les entreprises de pouvoir se muscler sur ces sujets et de continuer à avoir accès à des financements de ce type. Donc nous, c'est une opportunité parce qu'on va continuer à pousser notre développement. On a des objectifs d'atteindre 50% de notre production sur des financements indexés à horizon 2025. Et l'objectif, voilà, c'est de pouvoir toujours ouvrir, proposer de nouvelles offres, des nouvelles solutions à nos clients. C'est quand même très conséquent. C'est très conséquent, on était à 20% l'année dernière, donc ça va passer vraiment par un développement au sein de notre réseau, de la formation pour pouvoir relayer je dirais, le travail qu'on fait au sein de notre équipe, pouvoir le mettre à une échelle beaucoup plus large aujourd'hui. Merci beaucoup. Anne, s'il vous plaît. Alors moi, l'opportunité principale pour Edifi en matière de convergence des données financières et extra-financières, c'est très clairement de rentrer dans le sujet et de lancer une démarche de développement durable et de déployer des stratégies au sein des ETI. Alors du coup, on a un financement impact, mais l'enjeu financier, il est clairement pas principal. C'est pas avec ce financement impact qu'on va gagner des points de base. On va même sans doute, ça va être un impact financier conséquent dans l'autre sens. Ça va être des coûts à déployer. Donc vraiment l'enjeu, c'est vraiment de se lancer dans une démarche de transition, et de lancer toutes nos participations sur cette thématique. Merci beaucoup, Sylvia. Alors moi j'ai 3 mots. Je dirais structuration, levier et adaptation. Et structuration parce que les pratiques s'évoluent. Donc du coup, ça nous permet d'être plus structurés pour donner plus de confiance à la banque. Levier parce que ça nous permet d'attirer, de mobiliser la direction, les équipes, etc. Et adaptation parce qu'on est toujours en train de s'adapter aux nouvelles demandes. Et ça nous permettra aussi pas seulement d'attirer des nouveaux financements, mais aussi des nouveaux talents, des nouveaux technologiques, des nouvelles pratiques. Voilà. Très bien, merci. Mélanie.
Moi, je ne vais pas faire 3 mots. Non, je plaisante. Moi, je pense que l'opportunité, c'est d'avoir enfin une vraie stratégie intégrée. Donc, pas avoir une stratégie RSE à côté de la stratégie d'entreprise où il n'y a pas d'impact finalement. Et donc, voilà, pour moi, c'est vraiment cette importance du reporting intégré et de faire avancer. Aujourd'hui, tous les signaux sont au rouge. Donc, de faire avancer les acteurs économiques avec les partenaires financiers. Dans le bon sens, pour pouvoir contribuer effectivement à sa hauteur positivement et vraiment avoir des business models qui soient adaptés et résilients au changement climatique. C'est ce qu'on vous demandera avec la CSRD. Donc voilà. Merci beaucoup. Il va nous rester 5 minutes pour les questions de la salle. Vous avez vu qu'il y avait un slide. Si vous voulez assister à ce webinaire, vous êtes bien sûr les bienvenus. Des questions? Qui a une première question? À qui dois-je attribuer la première question? Oui, monsieur, je vous en prie. Y a-t-il quelqu'un? Vous avez un micro juste derrière vous. Attendez, je vais aller chercher le micro. Pour monsieur, premier rang. On parlait des données extra-financières et données financières. Et selon vous, dans les entreprises, là, il y en a 2 et 3 avec LCL, quelle est la fonction qui devrait justement consolider? Bon, j'avais vu cette... voilà. Est-ce qu'actuellement, il y a aussi cette fonction d'interface ou c'est le responsable RSE qui va... Voilà, c'est une question vraiment... Qui veut répondre? Anne? Dans le cas, en tout cas, dans nos cas, dans le cas précis des séchés, c'est comme je disais, il y a... Effectivement, il y a la fonction, disons, de consolidation qui est centrée dans la direction du développement durable, mais on s'appuie sur toutes les différentes directions du groupe. Donc, il y a des données qu'on va récupérer chez les RH, chez les opérations, chez les finances, etc. En fait, c'est un travail conjoint. C'est ce que Mélanie disait aussi. C'est pas la stratégie RSE à côté, c'est une stratégie intégrale, donc tout le monde doit y se sentir concerné. Donc Anne, pour vous, c'est vous en tant que responsable de la consolidation? Alors nous, très clairement, dans les ETI, il n'y aura pas, d'ici 2025, de département RSE dans chacune de nos sociétés. Moi, ce que je vois et ce que j'anticipe, c'est que nous, aujourd'hui, en tant que consolideurs financiers, nous sommes en charge du rapport financier. Demain, nous serons en charge du rapport des données extra-financières. Et donc, la CSRD rentrera, le rapport de durabilité rentrera dans notre fonction. Alors, ça ne veut pas dire qu'à la base, la source de la donnée viendra de nous, mais il y a de fortes chances qu'ayant accès à l'ensemble des filiales, ayant déjà ce lien avec l'ensemble des filiales via les données financières, ce soit nous qui soyons en charge du reporting et de la récolte des données extra-financières. On a des outils de consolidation, on va les adapter, on va les muscler, on va prendre peut-être des outils comme Tenaxia, que Tenaxia propose, pour justement récolter l'information de la manière la plus efficace possible dans l'ensemble des participations. Sabrina, un retour d'expérience peut-être sur le sujet, sur ce que vous voyez chez vos clients? Rapidement, ça va compléter ce que vous venez de dire. C'est en effet c'est ça. Nous aujourd'hui, on travaille avec les responsables RSE, avec les directions financières, bien sûr le sujet embarqué par les directions générales. Mais voilà, les responsables RSE ont besoin de ces échanges avec, comme vous le disiez, les RH ou d'autres équipes. Donc ça complète, c'est exactement ce qu'on observe. Merci beaucoup. Y aurait-il une autre question? Oui. Merci beaucoup pour vos interventions. Avec la mise en place de la taxonomie européenne, on n'en a pas parlé, mais on a maintenant des KPI extra-financiers qui passent dans le reporting financier. Et je voulais savoir dans quelle mesure ça allait avoir un impact sur les méthodologies d'attribution des emprunts indexés par les banques. Aujourd'hui, on a assez peu de recul par rapport à ces critères. Ça a besoin d'être structuré. Je crois qu'il y a assez peu d'activités taxo-compliant aujourd'hui, donc c'est pas forcément exploitable dans les financements indexés, mais ça va le devenir progressivement.
pas si je réponds totalement à votre question. Une troisième et dernière question. Oui. Oui, bonjour. Ma question, c'est sur la temporalité. C'est-à-dire, le financier, c'est tous les mois, et l'extra-financier, aujourd'hui, c'était souvent tous les ans. Comment ça va évoluer? Comment ça évolue? Comment ça va évoluer? Alors, nous, c'est ce qu'on pousse. La DPEF a poussé aussi déjà à ça pour les entreprises. Donc, nous, justement, par rapport à nos clients, on les pousse à être dans un reporting, effectivement, plutôt mensuel ou trimestriel. Donc, parce que c'est vrai que si sur c'est les KPI. Sur les KPI, si c'est pour rendre compte en fait de KPI tous les ans, parce que en fait, grosso modo, il y a une contrainte réglementaire avec la publication de la DPEF. Bon, en termes de pilotage, je vous laisse faire votre. Donc c'est ce qu'on espère effectivement dans ce rapprochement, nous, en tant que consultants RSE. En tout cas, nous, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que forcément, comme la direction financière est quand même responsable de la communication financière, elle arrive de plus en plus sur la communication quand même extra-financière. Donc elle a besoin des responsables RSE, des processus de reporting et de toute la démarche. Mais ce qu'on espère, c'est que, en tout cas, moi, je vois sur un directeur financier, il voudrait aligner, en fait, son reporting financier, l'extra-financier, pardon, sur le financier. Donc, on voit qu'effectivement, je pense que, justement, cette convergence au niveau des opportunités va permettre, justement, peut-être, de pouvoir aussi rendre la collecte des données encore plus fiables et plus fréquentes. Il me reste à vous remercier toutes et tous de votre présence parmi nous, de remercier les intervenantes. Au passage, en termes de parité, c'est inversement proportionnel à la première table ronde que j'animais hier. Merci beaucoup, mesdames. Merci.